Le moteur de la superpuissance économique chinoise est en train de caler. Les faits sont là, c'est indiscutable. Ça fait plusieurs années qu'on savait que le point de rupture approchait, mais le Parti communiste chinois arrivait à s'arranger avec la réalité. En 2020, le PCC semblait avoir réussi à minimiser l'impact de la guerre commerciale déclenchée par Trump. L'excédent commercial avec l'Occident en général et surtout avec les États-Unis continuait à croître, et ce, malgré les importantes barrières douanières mises en place par Washington. Elle semblait aussi avoir réussi à contenir la propagation du coronavirus. L'année suivante, Beijing annonçait avoir éliminé la pauvreté extrême en Chine. À présent, la donne a changé. 22 juillet 2022, la croissance chinoise ralentit fortement, plaçant hors de portée le PIB visé. Au cours du deuxième trimestre 2022, l'économie chinoise n'a progressé que de 0,4 points. À part durant la pandémie, c'est la pire performance de ces 30 dernières années. L'objectif de croissance de 5,5% fixé pour la fin de l'année est en péril. À moins de 2 mois du 20e congrès du PCC, qui permettra à Xi Jinping de légitimer ses choix économiques et politiques depuis 10 ans, c'est pas bon signe. Or, depuis le deuxième trimestre de 2021, on assiste à la mise en place d'une crise économique en devenir. Le taux de chômage de la jeunesse est en passe d'atteindre les 20%. Le commerce de détail a ralenti, les loyers sont en chute libre. Et un autre signe qui trompe pas, c'est la fuite des capitaux qui s'accélère. Du coup, c'est la balance commerciale du pays qui en pâtit, alors qu'elle a longtemps été très excédentaire. La Chine est en difficulté. Loin des titres de presse sur Taïwan, la fuite des capitaux est à présent aussi importante que lors de la panique de la dévaluation du RMB en 2015-2016. C'est dû au renforcement du dollar et au fait que les investisseurs étrangers perçoivent la Chine sous un jour nouveau après l'invasion russe de l'Ukraine. Robin Brooks, économiste en chef à l'Institut de la finance internationale. Même le commerce en ligne, l'une des industries les plus emblématiques de la réussite chinoise, commence à montrer des signes d'essoufflement. Les BATX, genre Alibaba, Tencent et Didi et tant d'autres, procèdent à des plans de licenciement colossaux. D'une part, du fait de la morosité ambiante qui ne stimule pas la consommation, et de l'autre, de la pression exercée par le régime sur ces entreprises, ce qui nuit à leur rentabilité. Les grandes entreprises chinoises de la tech licencient des milliers de salariés. La situation est si délicate que le gouvernement a été contraint d'embaucher des jeunes diplômés via l'appareil d'État ou les entreprises publiques. Mais c'est qu'une mesure provisoire et ne permettra pas au PCC de régler la question sur le long terme. La seule bonne nouvelle pour l'économie chinoise au cours du premier semestre de 2022, c'est que les investissements directs étrangers ont nettement augmenté. Après, si on fait le calcul, c'est pas assez pour équilibrer la balance. Bon alors, comment expliquer cette crise en devenir et que compte faire le régime pour éviter ce qui pourrait bien devenir la première grande crise du modèle économique chinois ? Une faiblesse structurelle. À la mi-août 2022, alors que le reste du monde relevait les taux d'intérêt, la Banque populaire de Chine a décidé de les baisser. 15 août 2022, la Chine prend de court avec une baisse des taux alors que les données montrent un ralentissement alarmant. À cette baisse des taux d'intérêt vient s'ajouter l'annonce d'une hausse des dépenses publiques. Vous avez fait le lien ? Ces deux mesures sont typiquement celles que l'on adopte pour éviter qu'une crise ou qu'une récession économique ne s'enracine et se propage. Une hypothèse qui semble se confirmer avec les données dont on a récemment pris connaissance. Alors, régime autoritaire oblige, les statistiques sont pas du tout transparentes. On sait pas trop ce qui se passe en Chine, mais l'évolution du PIB est un bon indice pour comprendre que non, tout ne va pas bien dans l'empire du milieu. C'est d'autant plus grave qu'il s'agirait de la première crise économique que connaîtrait la Chine. Elle a plutôt bien traversé la révolte étudiante de 89, dont l'apothéose a été le massacre de Tiananmen, mais aussi les crises économiques asiatiques en 97 et mondiales en 2007-2008. Donc oui, les indices de croissance chinois ne sont pas seulement mauvais, ils sont inquiétants. Et avec la mondialisation, on est dans un château de cartes ou un jeu domino. Si la Chine tombe, on tombe avec. Alors, cette crise, à quel point elle est grave ? En fait, on peut analyser la crise économique à venir en 5 grandes composantes. La première, c'est la structure même du modèle économique chinois qui repose sur la planification. Le PIB sert normalement à mesurer la croissance économique d'un pays sur un laps de temps bien précis. En Chine, il y a une grosse nuance. Il mesure la même donnée, mais il est fixé en amont par le pouvoir et approuvé par l'Assemblée nationale populaire. C'est un objectif de croissance. Puis, c'est au tour des acteurs publics et privés d'atteindre, voire de dépasser ce seuil. Super, ça permet de fixer des priorités et d'élaborer des stratégies. Sauf que l'État a beau être un léviathan, il est constitué d'éléments rationnels, des chefs de bureau, des officiels, des personnes ambitieuses en somme qui doivent rendre des comptes à leurs supérieurs. Or, personne n'a envie de les décevoir. Donc, ils ont recours à des subterfuges pour booster artificiellement leurs résultats. Il
se lancent dans des projets d'infrastructure ubuesques pour stimuler l'industrie du bâtiment. Les entreprises publiques embauchent à tour de bras et les crédits immobiliers et à la consommation sont accordés avec très peu de contraintes. Du coup, les ménages chinois multiplient les acquisitions immobilières, même si le risque de défaut de paiement est de plus en plus manifeste. Tout ça dans l'idée de stimuler l'économie de manière à atteindre l'objectif de croissance défini par le PCC. Et forcément, comme la majorité des banques chinoises sont publiques, elles sont soumises aux mêmes objectifs de croissance. D'où l'octroi de prêts avec des process de screening très souples. Et qu'importe si la capacité de remboursement de l'emprunt par le bénéficiaire est très discutable, tant que les banques atteignent le quota d'octroi de prêts. Un bel exemple de cercle vicieux. Le fait est que durant des décennies, la Chine présentait un réel potentiel d'investissement qui était clairement sous-exploité. Le pays manquait d'infrastructures, le tissu industriel et le secteur tertiaire étaient en phase d'expansion et la pénurie de logements était une problématique sérieuse pour la population chinoise. Mais depuis, le pays a plus que rattrapé son retard. Le niveau de développement des infrastructures en Chine est franchement impressionnant. Réseau ferroviaire et routier, EPR de Tianshan, ponts, barrages et j'en passe. Les entreprises chinoises ont tellement grandi qu'elles sont plafonnées. Mais leur rentabilité n'est pas systématique. Le truc, c'est qu'elles ont investi massivement dans l'expansion de leurs opérations et le rendement est de plus en plus faible. Les pertes s'accumulent et la conséquence directe, c'est une spirale de la dette chinoise. Rien qu'entre 2007 et 2017, la dette chinoise a quadruplé. Du jamais vu. Ramenée au PIB, la dette chinoise est plus lourde que celle des États-Unis. Ce qui nous amène au deuxième problème. Alors que la dette a beaucoup augmenté, la productivité, elle, a cessé d'augmenter. Or, la productivité est déterminante pour définir la capacité d'un pays à rembourser sa dette. L'État procède à l'injection massive de capitaux pour maintenir sa croissance. Et ces fonds, il les obtient par la dette. Tout ça pour des investissements qui génèrent peu de rendement. À votre avis, il se passe quoi quand la dette explose, que la capacité de remboursement est réduite, que l'économie interne se fragilise et que la productivité n'augmente plus? C'est une belle crise économique qui se profile. Et les banques seront les premières à tomber. Forcément, elles ont accordé énormément de prêts et le risque de défaut de paiement des débiteurs est de plus en plus élevé. C'est le troisième problème majeur auquel est confrontée l'économie chinoise, la possibilité d'une énorme crise financière. Mais le sujet est si vaste qu'on lui dédiera une vidéo entière. Elle est déjà en cours de préparation, ça va venir très bientôt, donc si vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas de le faire et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu en temps réel de la publication de nouvelles vidéos. On passe direct au quatrième problème majeur qui s'annonce. Un problème qui est intimement lié au précédent et qui s'est déjà produit aux États-Unis en 2017-2008 avant de contaminer le reste du monde, l'effondrement du marché immobilier. En Chine, l'immobilier est un marché gargantuesque. Rien qu'en 2021, il pesait environ 30% du PIB national. C'est le principal moteur de l'économie chinoise. Et justement, depuis l'été 2021, ce secteur commence à vaciller. Les prix sont en chute libre, les volumes de vente diminuent et c'est pareil pour les investissements. Des millions de familles chinoises qui ont acheté leur appartement sur plan sont encore en attente de la livraison, mais les chantiers sont inachevés et les entreprises en faillite. 15 août 2020, une bombe à retardement. Aggravation de l'effondrement du marché immobilier en Chine alors que ses prix chutent pour le 11e mois consécutif. Une société de conseil basée à Londres, Capital Economics, observe qu'à la fin 2021, la Chine comptait environ 30 millions de propriétés invendues et 100 millions de plus vendues mais inoccupées. Donc, c'est tout naturel de penser qu'une crise immobilière pourrait déclencher la crise financière tant crainte par le régime. Une crise financière qui aurait à son tour des conséquences dramatiques pour le reste de la Chine. Le château de cartes est sur le point de s'écrouler. Mais la crise immobilière qui, elle, est déjà bien réelle, pourrait causer la perte d'emploi pour des millions de personnes et la faillite de très nombreux promoteurs immobiliers. Il pourrait en résulter une crise bancaire et l'appauvrissement général de la population chinoise en raison de la dévalorisation de leur patrimoine immobilier. Dans la société chinoise, l'immobilier est un élément central du patrimoine des ménages. C'est en tout cas encore plus accentué que dans nos sociétés occidentales. Si les prix de l'immobilier s'effondrent, les ménages qui ont hypothéqué leurs biens ou investi toute leur épargne en sortiront très appauvris. D'où des vidéos comme celle-ci qui est devenue virale sur les réseaux chinois. Amusant, mais inquiétant. Et puis, le dernier problème avec l'économie chinoise, c'est l'impact de la guerre russo-ukrainienne. La guerre commerciale qu'avait initiée Trump contre la Chine en 2017 avait sonné l'alarme pour beaucoup d'entreprises. Mais l'invasion russe de l'Ukraine et la politique zéro Covid du PCC a rappelé au bon souvenir des entreprises leur vulnérabilité sur le marché chinois face aux éléments extérieurs.
Le risque géopolitique et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement poussent les entreprises à diversifier leurs fournisseurs et donc à s'éloigner de la Chine. De nombreuses multinationales pourraient être tentées de délocaliser une partie de leurs opérations ou du moins concentrer leurs futurs investissements hors de Chine. Ça ne s'est pas encore produit, mais l'exemple de Hong Kong dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo suggère que c'est une piste de réflexion prise très au sérieux tant par les autorités de Beijing que par le secteur privé. Donc oui, si les entreprises étrangères réduisent leurs investissements en Chine, le coût pourrait être sérieux pour la croissance économique du pays. Et pour ne rien arranger, la crise énergétique internationale, la forte inflation et la perte de pouvoir d'achat des classes populaires dans les pays occidentaux risquent d'entraîner une baisse des exportations chinoises, aggravant d'autant la précarité économique de la Chine. Et si en plus on commence à boycotter les produits bon marché fabriqués dans les camps de travail du Xinjiang, je vous dis pas. Une autre tempête qui couve, mais dont les répercussions vont tarder un peu avant de se manifester, c'est le vieillissement de la population. La Chine vieillit à toute vitesse. Il est très probable que la population en âge de travailler diminue déjà, et cette tendance va se renforcer dans les années à venir. Dans le même ordre d'idée, en 2021, le taux de natalité en Chine est tombé à son niveau le plus bas de la période contemporaine. Une population moins nombreuse et plus âgée induit des dépenses publiques plus conséquentes, une baisse du dynamisme économique et une dette par habitant plus élevée. Ces 5 problèmes que l'on vous a listés, plus celui du déclin démographique, constituent une menace réelle pour l'économie chinoise. Le risque d'écroulement est pris très au sérieux par la Chine et les institutions financières internationales. Quelle est la réponse de Beijing à cette inquiétude légitime ? Le grand échec de Xi Jinping ? Des pays qui traversent des turbulences, il y en a beaucoup tout le temps. Alors pourquoi on est alarmé par quelques indicateurs de fragilité en Chine et pas ailleurs ? En fait, pendant des décennies, le modèle chinois consistait à garantir l'amélioration rapide du niveau de vie. Le prix à payer, les libertés individuelles. Pour y parvenir, l'ouverture de la Chine et son intégration dans le circuit économique mondial étaient essentielles. Mais c'est à l'arrivée de Xi Jinping en 2012 que la situation a évolué. L'État est devenu de plus en plus interventionniste et la croissance a ralenti. La dette des ménages, du secteur public et des entreprises privées s'est alourdie pour soutenir le taux de croissance. Même le projet des nouvelles routes de la soie risque d'être remis en question. Si des pays comme le Sri Lanka ou le Pakistan ne peuvent plus rembourser leurs dettes à la Chine, c'est la cata pour son économie. Et puis, à quoi vont servir ces ports et ces voies ferrées construits par la Chine si la consommation de masse se contracte en Occident et donc qu'il y a moins de marchandises à transporter ? L'âge d'or de la prospérité économique de la Chine semble être révolu. Xi Jinping semble se soucier davantage du contrôle absolu de la société civile et de la vie politique sociale du pays. L'ouverture de la Chine a connu un sacré frein et l'autoritarisme redevient le maître mot. Le PCC compte anticiper la crise à venir en mettant en œuvre des politiques de relance budgétaire et monétaire. En gros, le régime augmentera les dépenses publiques et facilitera l'octroi de crédit. Une formule classique en cas de crise. Et Beijing a déjà amorcé cette transition. On vous l'a dit tout à l'heure, la Banque populaire de Chine a baissé les taux d'intérêt tout en approuvant une marge nettement plus importante pour les crédits accordés aux entreprises. L'accès aux emprunts pour l'acquisition de biens immobiliers est beaucoup moins exigeant. Ce modèle a déjà fait ses preuves par le passé, mais il a pour conséquence d'alourdir la dette souveraine. Or, la dette chinoise est déjà si importante qu'il est bien possible que les mesures qu'on vous a mentionnées ne suffisent pas à rattraper le coup. D'ailleurs, ces derniers mois, la masse monétaire a augmenté beaucoup plus rapidement que les investissements ou le financement des stocks, en gros les emprunts des entreprises. Et puis, l'abaissement des taux alors que la réserve fédérale états-unienne fait exactement le contraire pour lutter contre l'inflation risque de précipiter la fuite des capitaux. Surtout que la Chine n'est pas encore parvenue à imposer le RMB comme une monnaie forte du commerce international. Elle va devoir déprécier le yuan face à un dollar tout puissant. D'autre part, le président Xi a appelé le secteur public à augmenter les dépenses destinées aux infrastructures. L'idée, former un filet de sécurité face au ralentissement du secteur immobilier. 14 juillet 2022, la Chine prépare 1100 milliards de dollars pour financer le plan de soutien aux infrastructures de Xi. Si seulement c'était si simple. Deux des principales sources de financement des collectivités territoriales chinoises, ce sont la vente de terrain et les revenus tirés du secteur immobilier. Sauf que les ventes de terrain ont chuté de 30% en 12 mois. Le fait que les collectivités territoriales aient commencé à émettre de la dette à une fréquence record pour pouvoir financer les projets d'infrastructures, parcs industriels, réseaux de transport, réseaux télécoms, data centers. Vous avez capté ou pas ? Cercle vicieux. Xi essaie de ralentir la progression de la crise en maintenant artificiellement la croissance économique de la Chine. Beijing le fait en émettant de la dette et en finançant des projets d'infrastructures qui ne sont pas rentables parce que superflus. Des projets qui, une fois achevés, ne contribuent plus à la croissance économique. Mais la dette et ses intérêts, eux, ils sont toujours là.
Malgré les atouts indéniables du marché chinois, dans sa globalité, l'économie se fragilise. En gros, le barrage est en train de craquer et on risque d'assister prochainement à l'une des pires crises économiques de notre ère. Or, les mesures qui sont normalement prises dans ces cas-là risquent de ne pas suffire cette fois-ci. C'est ce qui explique en partie le recentrage ultranationaliste du PCC qui souhaite distraire la population de la détérioration des performances économiques globales de la Chine en l'amenant sur le terrain glissant des thématiques identitaires. Et puis, se prendre une crise économique et financière en plein 20e congrès du PCC, ça risque de secouer pas mal le régime. Et toi, t'en penses quoi? La Chine saura-t-elle relancer son économie ou au moins à atténuer l'importance de la crise qui se dessine? Allez, tu nous dis Manzhou et Ihuardian.